Vous avez forcément déjà tous entendu au moins une fois ceci. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Un générique iconique, celui de Malcolm in the Middle. Une série diffusée entre 2000 et 2006 qui a marqué toute une génération, et même les suivantes. Des personnages iconiques comme Reese, Dewey ou encore Hal, le père le plus gênant de l'histoire de la télévision. Mais au-delà d'être une œuvre culte, Malcolm a surtout marqué par sa capacité à dépeindre avec justesse la classe moyenne américaine du début des années 2000. Tout ça au point d'en faire un succès retentissant à l'échelle mondiale évidemment. Puis dès 2006, la série s'arrête. Pendant près de 20 ans, Malcolm a semblé appartenir alors à une autre époque, une époque qui était désormais révolue. Révolue, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'à l'heure où je réalise cette vidéo, Disney Plus a sorti une nouvelle saison de Malcolm. Malcolm est devenu adulte, il porte des chemises, il a un taf ingrat dans un bureau anxiogène. Mais alors, une question se pose avec tout ça. Pourquoi Malcolm peut-il revenir maintenant et pas 10 ans plus tôt? Qu'est-ce qui a bien pu changer pour que cette série, longtemps considérée comme terminée, puisse redevenir aujourd'hui pertinente? La réponse, elle tient peut-être dans une génération. Une génération élevée entre Tony Hawk Pro Skater, American Pie et Blink 182. Aujourd'hui, on parle du retour de Malcolm et surtout de son lien profond avec la culture pop-punk qui semble, avec lui, être bel et bien de retour. Malcolm in the Middle est une série humoristique proche du format sitcom créée par un certain Linwood Boomer et diffusée entre 2000 et 2006. Elle raconte le quotidien parfois loufoque et souvent morose d'une famille américaine de classe moyenne. Une famille composée de Lois, la mère autoritaire, Hal, le père irresponsable, Francis, le grand frère rebelle, Reese, l'idiot violent et Dewey, le rêveur naïf. Mais surtout, au milieu de tout ça, Malcolm, un enfant surdoué coincé dans une famille dysfonctionnelle qui devient aussi le narrateur de la série. Tout va bien, tout va très très bien, je vais juste m'allonger 1 minute. Si Malcolm a rencontré un tel succès, ce n'est sûrement pas seulement pour son humour burlesque ou ses personnages attachants. C'est aussi et surtout pour la justesse de son écriture. La série dresse un portrait précis de la famille classe moyenne américaine au début des années 2000. Hal et Lois, par exemple, incarnent des parents qui ont cru au rêve américain, accès à la propriété, stabilité professionnelle, confort matériel et famille nombreuse. Mais au tournant du millénaire, ce rêve a commencé à se fissurer. Hal travaille dans un bureau qu'il déteste, piégé par le poids du crédit immobilier. Loïs de son côté cumule la gestion du foyer et un emploi de caissière pour boucler les fins de mois. Et pendant ce temps, les enfants grandissent dans un environnement saturé de consommation. Télévision, jouets bon marché, produits dérivés, mais malgré cette abondance, l'ennui pour eux est plutôt omniprésent. Non les gars, il faut qu'on quitte ces gens, qu'on abandonne cette famille. La vie de classe moyenne est longue, monotone, étouffante et la consommation dans tout ça ne comble rien. Alors chacun des membres de cette famille cherche à sa manière une échappatoire. Le plus vieux fils, Francis, va rejeter frontalement l'illusion de la famille parfaite en devenant une sorte de rebelle. Reese s'abandonne à la violence et à l'autodestruction. Quant à Dewey, lui, il s'évade avec l'art, la musique et son imaginaire. Et Malcolm, au milieu de tout ça, c'est celui qui a le plus haut potentiel intellectuel et qui se retrouve malgré tout bridé par son propre contexte social. Au début des années 2000, dans la classe moyenne américaine, l'ascenseur social est donc en panne et malheureusement personne ne viendra le réparer. Cette fratrie qui gravite autour de Malcolm représente assez fidèlement l'état d'esprit d'une génération d'ados et de jeunes adultes américains au tournant des années 2000. Une génération qui met en avant une culture devenue centrale à l'époque, une forme de rébellion assumée mais contenue dans un cadre très précis, celui de l'adolescent blanc issu de la classe moyenne, baignant dans une société d'hyperconsommation. Culturellement, c'est le moment où l'esprit punk quitte définitivement l'underground pour devenir un genre d'objet de pop culture mainstream. Et l'origine de
cette transformation, elle se trouve dans les scènes du post-hardcore de la fin des années 80. À cette époque, le punk il est encore profondément politique et parfois au point de saturer l'esprit des nouvelles générations. L'omniprésence de la politique dans le punk va finir par les lasser et elles vont donc conserver l'énergie du punk mais déplacer les thématiques vers quelque chose de plus intime et plus émotionnel. C'est comme ça qu'à la fin des années 80, on verra la naissance de formes plus mélodiques et accessibles, comme par exemple le hardcore mélodique qu'on appelle souvent le melocore et aussi le hardcore émotionnel qu'on appelle emocore. Et ce sont ces petits sous-genres du post-hardcore qui vont commencer à démarrer une nouvelle hybridation du genre punk. Mais le véritable basculement pour la jeunesse blanche qui commence à s'intéresser à la culture punk et à l'esprit rebelle, c'est sûrement le début des années 90 avec ce qu'on appelle l'ère post-Nirvana. Petite maison bourgeoise à Seattle, quartier résidentiel. C'est là que Kurt Cobain, 27 ans, le prince du rock grinçant grunge des années 90, cachait son mal de vivre. C'est là qu'hier, à 8h30 du matin, un électricien l'a découvert, après qu'il se soit tiré une balle dans la tête. Après l'explosion à l'international du fameux groupe de grunge Nirvana et surtout l'explosion de son album Nevermind qui est devenu un énorme classique à partir de 92, le rock alternatif devient soudainement rentable à grande échelle. C'est comme ça que les labels vont comprendre que la frustration, l'ennui et le malaise adolescent peut devenir un produit culturel populaire. En fait, c'est simple, après le buzz de Nirvana et surtout après la mort de Kurt Cobain en 94, tous les labels et les maisons de disques ont envie de trouver leur propre Nirvana et de surfer sur la tendance. C'est comme ça que l'année 94 va avoir énormément de nouveaux groupes qui seront des sous-genres de grunge et de punk qui vont exploser et qui vont avoir des moyens financiers énormes pour être diffusés partout. Et notamment, en 94, il y a 2 albums qui marque un tournant décisif pour cette culture. Le premier, c'est Dookie, d'un groupe qui s'appelle Green Day, et l'autre, c'est Smash, de The Offspring. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? Late at night, she knocks on my door. She's drunk again and looking to score. Now I know I should say no. Ces 2 albums, ils vont poser les bases d'un punk plus mélodique, plus accessible, toujours un peu rebelle dans l'attitude, mais désormais compatible avec un succès de masse. Et d'ailleurs, c'est une époque où ils vont être beaucoup moqués pour ça. Les vrais punks purs et durs vont leur reprocher d'avoir signé avec des grosses maisons de disques et d'avoir un peu vendu leur cul, entre guillemets. Mais malgré les polémiques, cette esthétique, elle va exploser à la fin des années 90, encore plus avec un groupe en particulier. En 1999, Blink-182 devient un phénomène mondial avec son album Enema of the State. Leur formule, elle se base déjà sur toute la souche qu'avaient posée Green Day et The Offspring, parce que eux aussi sont californiens, mais surtout, ils vont aller encore plus loin avec des mélodies ultra catchy, une attitude très irrévérencieuse et une autodérision permanente. Leurs clips musicaux, par exemple, vont reposer énormément sur la parodie, leurs textes vont parler de l'ennui adolescent, de la vie dans les suburbs et du malaise d'une jeunesse coincée entre rébellion et confort matériel. En 99, Blink-182 devient alors un blueprint de toute une culture qu'on appellera la culture pop-punk. Et c'est pas que de la musique, autour de cette musique, il y a aussi un écosystème entier où ça parle beaucoup de skateboard, de surf, de jeux vidéo comme Tony Hawk Pro Skater, un peu plus tard des jeux comme SSX aussi seront dans ce délire-là. Il y a aussi les teen movies comme American Pie qui avaient des soundtracks avec du Sum 41 et du Blink partout.
Bref, à l'arrivée de l'an 2000, le pop-punk n'est plus seulement un genre musical, c'est une identité culturelle complète. Et c'est précisément sur cette vague-là que Malcolm va émerger et va trouver son public de cœur. Et c'est en particulier les personnages de tête brûlée et de rebelles comme Francis ou Reese qui vont faire écho à des vraies mentalités que les jeunes adolescents des années 2000 avaient vraiment intériorisées, comme par exemple grâce à l'avènement de Jackass. Évidemment, Jackass était dans la plus pure tradition de ce genre d'esprit un peu à la fois consumériste et très MTV friendly, et en même temps un peu allez vous faire foutre, je vous emmerde tous, j'en ai rien à faire. Mais évidemment, cette tendance du début des années 2000, ce moment d'équilibre entre insolence et légèreté, il va pas pouvoir durer indéfiniment. Mais alors avec tout ce qu'on a dit, pourquoi avoir arrêté une série qui semblait avoir si bien compris son époque? D'abord pour une raison assez simple, c'était aussi la fin d'un cycle culturel. À la fin des années 2000, l'esthétique pop-punk et new metal, elle commence un peu à s'essouffler. Ce qui incarnait donc la rébellion adolescente à la base commence de plus en plus à être perçu comme quelque chose d'immature et presque ringard. Et en parallèle de ça, en plus, on a la culture internet qui est émergente à ce moment-là, avec les blogs, les forums, les premiers réseaux, et surtout l'accès à l'information qui s'accélère, et avec lui, la perception du monde qui commence à changer. En fait, dans la deuxième partie des années 2000, le ton léger, ironique, loufoque de l'époque Malcolm, Jackass, etc., ça correspond plus vraiment à l'ère du temps et à la manière que la classe moyenne a d'appréhender le monde. La culture américaine à ce moment-là, elle se tourne de plus en plus vers des récits plus sombres, plus violents et plus radicaux. Et surtout, il se tourne vers quelque chose de beaucoup plus profond qui est en train de se produire juste après la fin de Malcolm et qui va changer le monde à jamais. Le 15 septembre 2008, 25 000 employés de Lehman Brothers font leur carton. La banque vient de faire faillite. En 2008 éclate une crise extrêmement violente qui s'appelle la crise des subprimes et qui a fracturé définitivement la classe moyenne. Pendant les années 2000, acheter une maison, faut savoir qu'aux États-Unis, c'est une obsession nationale. Et le gouvernement et les banques font en sorte que l'accès à la propriété soit possible pour un maximum de gens. Les banques vont alors se mettre à prêter massivement et ce, même à des ménages plutôt fragiles économiquement avec des crédits à taux variable. Et si les banques peuvent prêter à des gens qui n'ont pas les moyens de rembourser à coup sûr, c'est parce qu'elles partent du principe que le prix de l'immobilier va forcément monter et donc tant que tout monte, le système peut tenir. Mais à partir de 2008, les taux vont augmenter drastiquement, les mensualités vont exploser pour la classe moyenne qui doit payer ses redevances auprès de la banque pour rembourser son crédit, sauf que en parallèle, leurs salaires, eux, ils stagnent complètement et c'est comme ça que des millions de familles de classe moyenne ne peuvent plus suivre le rythme. Et c'est comme ça que des saisies en masse vont arriver, les gens vont perdre leur logement, le prix de l'immobilier va chuter drastiquement et il y aura carrément un effondrement du système bancaire. En 2008, des familles comme celle de Malcolm, elles commencent à perdre leur maison, à perdre leurs épargnes et surtout à détruire leur stabilité pour rejoindre la classe pauvre. Donc à partir de là, dans la deuxième partie des années 2000, le rire, ça devient de plus en plus difficile et donc on n'a pas vraiment envie de retourner à cette époque du début des années 2000, un peu loufoque, un peu rigolo, c'est plus vraiment l'ambiance. Et d'ailleurs, ça se voit dans le changement de paradigme et de tendance sur les productions de séries, justement, parce que Malcolm se termine en 2006, mais en 2008, Bryan Cranston, qui jouait Hal dans Malcolm, il va incarner une autre version de la classe moyenne à l'écran, qui n'a rien à voir et qui est beaucoup plus en phase avec l'ambiance de l'époque. Bryan Cranston joue non plus Hal, le père naïf et dépassé, il devient Walter White. I am the one who knocks. Et si on regarde bien, Breaking Bad, le point de départ par rapport à Malcolm, c'est le même. Une famille de classe moyenne qui a des difficultés financières avec des enfants à gérer, etc. Mais cette fois, contrairement à Malcolm, Breaking Bad va traiter le sujet de manière complètement différente et on va pas se mentir, beaucoup plus en lien avec l'ambiance de l'époque. Bryan Cranston, qui avait joué alors le gentil et naïf Hal, va devenir un dealer manipulateur qui est prêt à tout pour soigner son cancer, quitte à détruire sa famille et ses amis au passage. Bref, après 2008, il n'y a plus vraiment de place pour les pères inoffensifs, seulement pour des hommes prêts à devenir dangereux pour survivre. Après la crise, le monde n'a plus besoin de gens comme Hal, il a engendré Heisenberg. Say my name.
Heisenberg. You're goddamn right. Mais alors, si après 2008, le monde est devenu si rude et si sombre, pourquoi avoir fait revenir Malcolm maintenant, près de 20 ans plus tard ? D'abord pour la bonne et simple raison que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, la culture fonctionne par cycle. Et ce, depuis quelques années, on voit un retour massif de l'esthétique dite Y2K, c'est-à-dire l'esthétique du passage à l'an 2000. Tout comme les années 2010 avaient fantasmé les années 80 avec notamment des séries comme Stranger Things par exemple, eh bien les années 2020 regardent, elles, désormais plutôt vers le style des années 90 et 2000. Bref, il y a une sorte de nostalgie naturelle qui revient parce que c'est la tendance de l'époque. Et justement, une série comme Malcolm, eh bien toute l'esthétique du Y2K, elle l'avait parfaitement encapsulée. Mais ce retour, il s'explique pas seulement par la mode. Il coïncide aussi avec l'arrivée de la génération des millénials au poste de décision dans des entreprises. Les enfants qui avaient grandi dans les années 90 et 2000 ont aujourd'hui tous entre 30 et 40 ans et donc ils produisent, ils financent, ils choisissent, bref, ils ont développé des carrières qui leur permettent de décider de qu'est-ce qui sera diffusé dans la pop culture actuelle. Et naturellement, comme ils ont grandi avec cette époque, eh bien ils ramènent avec eux les références qui les ont construits. Mais enfin, pour terminer, le retour de Malcolm nous dit quelque chose d'encore plus profond. À mon sens, le retour de Malcolm, il traduit un véritable instinct de survie de la classe moyenne. Depuis la crise de 2008, cette classe, elle s'est fragmentée, elle s'est appauvrie, elle s'est fragilisée, et donc relancer une série qui parle de la classe moyenne, c'est aussi refuser de la voir disparaître. À mon sens, le retour de Malcolm, c'est pas seulement de la nostalgie pour la nostalgie. C'est une tentative de se raccrocher à une époque où on pouvait encore rire sans avoir peur de l'avenir. Et il semblerait qu'en 2026, eh bien rire sans avoir peur de l'avenir, ce soit un besoin fondamental pour de plus en plus de gens. Alors dans tout ça, qu'est-ce que cette nouvelle saison de Malcolm peut encore avoir à nous raconter malgré tout ? Il se trouve que les enfants des années 2000, ceux qui ont grandi avec la série justement, aujourd'hui ils ont à peu près une trentaine d'années. Et dans cette période de leur vie, beaucoup réalisent une chose assez troublante. Leur vie est devenue exactement ce qu'ils redoutaient lorsqu'ils étaient adolescents. Malcolm, autrefois enfant surdoué par exemple, il a fini par devenir un employé de bureau ordinaire, tout comme ce que faisait son père avant lui. Et pourtant, le Malcolm de 12 ans, il aurait sans doute jamais imaginé cette issue dans la vie. À travers ce Malcolm adulte, c'est donc toute une génération qui peut se reconnaître. Une génération de trentenaires et quarantenaires qui a cru qu'elle échapperait à la machine, qui se moquait à l'époque de ses parents, mais qui réalise aujourd'hui qu'elle a, elle aussi, été rattrapée par le système. Alors forcément, à la fin de tout ça, une question se pose. Qu'est-ce que cette nouvelle série va bien pouvoir nous dire de tout ce phénomène ? Est-ce que ce sera un simple miroir nostalgique et déprimant qui actera définitivement la faillite du rêve de la classe moyenne ? Ou à l'inverse, est-ce que l'Inwood Boomer va parvenir à nous proposer autre chose ? Peut-être un regard plus apaisé, une manière de faire la paix avec l'adolescent que nous étions et avec l'adulte que nous sommes devenus. Et à vrai dire, la réponse dans tout ça, je l'ai pas encore. Parce que pour l'avoir, il faut que nous regardions ce que donne cette nouvelle série Malcolm, qui est disponible dès le 10 avril 2026 sur Disney+. Mais dans tout ça, une chose est sûre, le retour de Malcolm n'est pas un simple revival. À mon sens, le retour de Malcolm, c'est surtout un symptôme. Le symptôme d'une nostalgie pour les années 2000, une époque qui était pop-punk où la jeunesse parvenait encore à se détacher de la gravité du monde à travers l'autodérision et la provocation, mais aussi à travers beaucoup d'humour et surtout une certaine idée de la liberté. Mais c'est aussi le symptôme d'une génération devenue adulte sans avoir trouvé exactement sa place dans tout ça. Des trentenaires dont la vie ne ressemble pas vraiment à ce que leur version adolescente aurait imaginé quand ils étaient enfants. En réalité, la série Malcolm n'est pas une série qui a été sauvée par Hollywood. C'est une série qui a été rattrapée par sa génération. Une génération pop-punk qui n'a pas vraiment grandi comme prévu, et c'est précisément pour ça que Malcolm a encore quelque chose à raconter. I never conquered, rarely came tomorrow, hold such better days, days when I could still feel alive, when I can't wait to get outside, the world was wide, the time goes by, the tour is over, I survived, I can't wait till I get home to pass